Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'homme qui n'a pas inventé Internet. Et pourtant sans ces travaux, surtout, le réseau n'aurait jamais pu voir le jour. Louis Pouzin, informaticien français, est notre rôle modèle de la semaine. C'est mon rôle modèle à moi, Guillaume Gralet du magazine Le Point. Guillaume, tu as encore une fois une idée derrière la tech. Et cette fois-ci, avec toi, on va parler déjà des successeurs possibles à ChatGPT-3, cette fameuse IA qui nous pose bien des problèmes en ce moment. Oui, parce elle anime énormément de forums, elle fait le buzz en ce moment, et effectivement, il y a des manques. Et il y a déjà, ça va de plus en plus vite dans la technologie, encore des intelligences artificielles qui promettent de corriger ces manques. On va en parler tout à l'heure, Marjorie. Notre question du jour, elle va très vite aussi parce que c'est une question de calendrier qui ressemble à un feuilleton dont vous êtes le héros ou pas. C'est Parcoursup. Après l'ouverture de la plateforme le 20 décembre, place aux inscriptions le 18 janvier, dans quelques jours à peine. Au-delà de la formulation des vœux, on va passer en revue les bonnes méthodes pour prendre son orientation scolaire et professionnelle à bras-le-corps. On en parle avec nos invités. Armelle Rioux, fondatrice, présidente directrice générale de Mentalo. Vous êtes également l'auteur de la méthode Mentalo. Bonjour à vous. Tout à fait, bonjour à tous. Et puis en duplex avec nous, Lothaire Ballas, cofondateur et directeur commercial d'Impala, une plateforme qui permet là aussi de faire du sur-mesure de l'orientation. Bonjour Lothaire. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et c'est un pionnier, informaticien avant même que le mot n'existe. C'est lui qui le dit. Louis Pouzin, aujourd'hui 95 ans, est un des pères de l'Internet. Malgré lui, portrait d'un rôle modèle réel avec Xavier Terrat. C'est tout de suite. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur.
Louis Pouzin, qui est également un des héros de Guillaume Gralet. Ouais, non, en fait, la fois où j'ai pu lui parler, ce qui m'a frappé, c'est son extrême simplicité et de voir à quel point, en fait, certaines décisions peuvent avoir énormément de conséquences. Donc, faut vraiment s'en rappeler aujourd'hui parce que le futur de la technologie s'écrit encore en ce moment. Ouais, la tech, c'est de la politique. On vous le dit, on vous le répète évidemment dans cette émission. Allez, on va essayer de mieux comprendre comment aborder les questions d'orientation. Oui, le calendrier est serré du côté de Parcoursup, mais nos invités sont là pour nous rassurer. C'est le talk, première partie. Et aujourd'hui, question orientation avec Armelle Riou, fondatrice PDG de Mental-O. Vous êtes aussi l'autrice de la méthode Mental-O, éponyme, donc le Thermalas en duplex avec nous. Vous êtes le cofondateur et le directeur commercial d'Impala, cette plateforme qui nous permet là aussi de faire du sur-mesure sur les questions d'orientation. Je voulais d'abord vous soumettre ce calendrier, évidemment, encore une fois, très serré. Vous le savez, le 20 décembre dernier, Parcoursup a ouvert en tant que plateforme. Dans quelques jours, le 18 janvier, place aux inscriptions à la création des dossiers. Vous pourrez d'ailleurs commencer à formuler des vœux et des sous-vœux. Le 9 mars, ce sera le dernier jour, par contre, pour formuler ces fameux vœux. Conclusion, les lycéens et les lycéennes ont 7 semaines top chrono pour faire leur choix. Armelle, c'est le parcours du combattant. Pas forcément. En fait, on peut faire de Parcoursup son allié, mais il faut anticiper. Certes, il a ouvert en décembre, le 20 décembre, pour l'année 2023, mais Parcoursup est ouvert toute l'année pour mieux connaître, mieux comprendre les formations, s'informer. Et donc, on peut se préparer. Comme quand on part en voyage, il faut d'abord réfléchir à, la destination, où je vais aller. Ça, c'est le plus important. Et ça peut s'anticiper dès le lycée, bien sûr. La deuxième chose, c'est le parcours, le voyage. Comment je vais y aller? Le parcours d'études pour arriver à ma destination. Et la troisième chose, c'est comment je me prépare. Et si on fait ça dans l'ordre, calmement, sereinement, en tenant compte de ses vrais choix, de sa vraie personnalité. Nous, on travaille beaucoup à un tour d'horizon complet de l'individu, largement au-delà de ses résultats scolaires. Eh bien, on arrive à faire ressortir sa singularité et, du coup, à révéler son potentiel. Et dans ce cas-là, ça se passe bien. Si on est un peu à la bourre, parce qu'on s'y prend en terminale, ça peut arriver de temps en temps. Parfois, ça arrive parfois. Eh bien, on fait la même chose, mais en plus accéléré. Et en fait, Parcoursup peut vraiment être votre allié, mais il faut être un peu intelligent pour savoir aller dedans, fouiller à son profit, l'utiliser en fonction de son profil. Donc, soit on part en voyage au long cours, soit on part en week-end accéléré, mais en tout cas, il faut réussir à ce que le 9 mars, les choix soient faits, des choix à bon escient. Lothar, j'ai envie de vous retourner la question encore une fois. C'est 7 semaines top chrono pour pouvoir formuler ses vœux. Ce sont des semaines décisives, ou est-ce qu'on peut se dire que, pas de panique, on fait des choix, oui, mais c'est pas définitif? Alors, je rejoins beaucoup Armelle. Effectivement, le Parcoursup, c'est pas la première échéance qu'il existe pour les élèves. Ils réalisent un certain nombre de choix au cours de leur scolarité. D'ailleurs, ça a été un peu le cas de la réforme du lycée qui permet encore plus de réaliser un panel de choix assez vaste et donc de se poser des questions pour qu'in fine, le jour où Parcoursup s'ouvre, chaque élève puisse être serein parce qu'il a mûri son projet, parce qu'il a déjà des idées assez claires. Alors effectivement, ça arrive très souvent qu'on se retrouve un peu devant le fait accompli, il faut absolument choisir. Et à ce moment-là, c'est un peu l'idée de ne pas trop, ne pas trop faire valoir ce caractère anxiogène qui peut exister autour de ce choix, pour plutôt se reposer autour de soi, autour de qui on est, de quels sont ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses passions, qui vont par la suite permettre de réaliser le meilleur choix pour chaque élève. Donc, il y a un choix éclairé, un choix conscient en fonction de chacun. Donc, si je vous entends bien, messieurs, dames, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Bien sûr, bien sûr. Mais quand on dit plus tôt, c'est quoi? C'est dès le collège? Alors qu'on sait que les questions d'orientation sont source de 60% d'angoisse, justement, pour les lycéens et les lycéennes. Est-ce que, du coup, il faut déporter cette angoisse plus tôt, ou au contraire, on se dit qu'on répartit la charge mentale, si j'ose dire, de l'orientation pour mieux l'aborder? Ce qu'on peut commencer très tôt et sans aucune angoisse, c'est apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, se faire confiance. Parce que souvent,
quand on est dans l'angoisse, eh ben, effectivement, on va écouter ce que disent les uns, les autres, les profs, les parents, les amis. On écoute des on-dit sur des écoles qui sont bien, qui sont pas bien, etc., des métiers qui sont pas valorisés, etc. Non, ça stoppe. En fait, on va partir de soi-même. Et donc, on peut commencer très très tôt à bien se connaître. Les parents ont un rôle, bien sûr, parce que valoriser leur enfant dès le plus jeune âge, ce n'est qu'un plus pour l'enfant. Et petit à petit, il va apprendre à se construire, à se connaître, à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, là où il est fort, comme un sportif. Un sportif, on lui dit « joue ton jeu, joue ton jeu, tu es un attaquant, t'attaques, tu es un défenseur, tu te mets en fond de cours, et puis tu renvoies la balle. » Donc, c'est ça qu'il faut faire pour un enfant, c'est le conforter dans sa personnalité, sa singularité, son unicité, et lui faire confiance. Et si on met ça en place, lui-même, l'angoisse, elle va partir. Ouais. La première chose qu'on peut commencer très très tôt, c'est la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, Lothaire, j'ai envie de dire. Exact. L'orientation, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé jusqu'à présent, qui est un peu le mot qu'on utilise en France. En tout cas, chez Impala, on a une vision de l'orientation qui est quand même, finalement, va être présente tout au long de la vie. On ne s'oriente pas qu'une seule fois, on ne s'oriente pas que lorsqu'on arrive en terminale, lorsqu'on a 18 ans pour Parcoursup. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on peut préparer ce parcours d'orientation tout au long de sa vie. Ça passe notamment par, effectivement, la connaissance de soi, par ce qui ressortait aussi du discours d'Armel, c'est les préjugés, les stéréotypes qu'on peut avoir sur des filières, sur des métiers, sur des formations. Et donc tout ça, c'est aussi intéressant de se poser des questions, d'aller confronter un peu ces idées qu'on peut avoir, parce qu'en fonction de son milieu social, en fonction aussi de son genre, on peut avoir tout un tas d'idées préconçues. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais aujourd'hui, il existe toujours des métiers qui sont très genrés, qui vont par essence, en fonction de son genre, avoir un peu de choses préconçues. Et donc la connaissance de soi, c'est la première chose, c'est un peu l'élément structurel, c'est plein de compétences à développer pour être capable de se positionner, pour être capable de se connaître, pour être capable de savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses passions, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, et qui, à chaque choix en fait, qui va arriver, vont pouvoir être projetés de manière à prendre des bonnes décisions. Ouais, justement, c'est très réfléchi. C'est ce que je découvre notamment en vous écoutant. Là aussi, le fait d'ouvrir les chakras, finalement, des possibles, de l'orientation, Armel. Comme le disait Lothaire, c'est le fait de se dire qu'on peut arrêter de dégenrer les métiers. On peut aussi arrêter d'avoir des idées préconçues sur certains d'entre eux. Pour ça, qui sont, j'allais dire, les bons passeurs d'orientation, les bons passeurs de métiers pour nous faire découvrir cet éventail, cette cartographie de professions à venir? Alors, chez Ventalo, on a l'habitude de dire qu'on travaille assez peu sur les métiers. Le mot même de métier est lui-même obsolète. Il y a plein de métiers qui disparaissent. On sait que beaucoup de métiers vont arriver qu'on ne connaît pas encore. Et cette notion de métier, le mot même est enfermant. Un jeune à qui on dit « t'as choisi ton métier », il a l'impression qu'il y a un seul métier qui est valable pour lui. Donc, effectivement, il se dit « si c'est pas le bon, comment ça va se passer ?» Et effectivement, il tombe dans une inquiétude profonde. Nous, on travaille beaucoup plus sur les fonctions et les secteurs d'activité. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus pérenne dans la vie de l'individu. Et petit à petit, une fois qu'il aura repéré quel type de fonction lui va, si c'est plutôt un communicant, si c'est plutôt un technicien, si c'est plutôt un concepteur, par exemple. J'ai fait des vidéos sur ce sujet, d'ailleurs. Ouais. Et bien, une fois qu'il a repéré ça et le type de secteur d'activité dans lequel il a envie d'aller, par exemple, j'ai envie d'aller dans le sport, ou j'ai envie d'aller dans la mode, ou j'ai envie d'aller dans la logistique parce que c'est quelque chose qui explose, etc. Eh bien, ça va être sur une longue période. Donc, on sait qu'il ne va pas pouvoir se tromper. Alors que si on lui dit c'est tel métier et pas tel autre, c'est plus enfermant comme notion. Alors, il y a quand même des métiers qui restent les mêmes, mais nous, on aime bien plus travailler un peu en entonnoir, plus largement, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'il avance, en terminale, puis ensuite dans le supérieur, bien sûr, post-bac, il va pouvoir affiner. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des enfants que vous allez suivre sur combien d'années en réalité? Alors, nous, au niveau de Ventalo, on a
bientôt 9 ans d'existence, et donc on a beaucoup de recul. Moi, je faisais de l'orientation depuis de nombreuses années avant, pour mettre au point la méthode notamment. Et donc, on a effectivement un grand recul aussi sur les performances, finalement, si je puis dire, de la méthode, puisqu'on a des retours de nos anciens. On est en train de créer un club d'alumni, d'ailleurs, de Mentalo. Mais en général, on suit les étudiants. Alors, souvent, ce qui est le plus classique chez nous, c'est on vient nous voir au lycée, première, terminale, parce que Parcoursup, avant APB. Ouais. Et puis ensuite, on les revoit, par exemple en licence, en Bac plus 3, bachelor, et parce qu'ils s'interrogent sur la poursuite d'études. Est-ce que je poursuis mes études? Est-ce que je vais en alternance? Est-ce que je pars à l'étranger? Est-ce que je me mets sur le marché du travail? Donc toutes ces questions-là, au niveau des étudiants, eh bien, ils ont besoin une réactualisation. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on va voir l'évolution. Il y a des choses qui vont rester stables et des choses qui vont au contraire évoluer. Et puis on les retrouve aussi quand ils sont jeunes diplômés. Ah, j'ai eu un super diplôme, mais finalement, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dans quelle entreprise aller, comment me présenter, je ne suis pas sûre de moi, etc. Et puis ensuite, de plus en plus, comme vous le savez, on les retrouve également. On travaille beaucoup sur les adultes aussi, nous, et en entreprise. On va en recrutement. On va avoir des demandes de reconversion qui sont, avant, on pensait que c'était des personnes dans la deuxième partie de leur vie, c'est-à-dire 40, 50 ans. Aujourd'hui, on sait que ça peut être très, très tôt, après une première expérience qui est plus ou moins bien vécue, ou 2 expériences, etc. Ouais, le chiffre consacré. Donc, il peut y avoir un suivi sur différentes années. On ne recommence pas à zéro à chaque fois. On part d'un capital qui est solide, et puis on va voir ce qui a évolué et ce qui a pu se modifier en fonction aussi, bien sûr, de l'expérience du parcours. Donc un véritable suivi, et en l'occurrence, vous n'êtes pas lâché dans la nature une fois que vous avez fait vos choix sur Parcoursup, on le comprend bien. Et puis sur la question de la formation tout au long de la vie, on sait, Guillaume, qu'on aura toutes et tous ici entre 6 et 8 métiers à occuper tout au long de notre carrière. Oui, justement, alors cette réorientation qui est de plus en plus fréquente, elle s'accompagne nécessairement d'une formation que vous proposez ou ça peut être un travail sur soi-même, sur la connaissance de soi à nouveau? Alors, j'ai pris l'exemple des vacances, parce que d'abord, c'est sympa. C'est vrai, c'est très sympathique. En plus, c'est assez simple, tout le monde connaît, tout le monde, plus ou moins, est parti en vacances. Presque, voilà. Donc, la première chose, c'est effectivement d'identifier la destination, c'est-à-dire le projet professionnel, comme je l'ai dit, pas forcément un métier, mais plutôt une fonction, un secteur d'activité. Ça, c'est parce que je me connais bien que je sais où j'ai envie d'aller, d'accord ? Si j'aime bien la plage, l'architecture, les pizzas, je vais aller en Italie. Voilà, donc c'est très comparable. Et donc ça, c'est vraiment la partie que chez nous, on appelle le bilan exploratoire, puisqu'on va explorer soi-même d'abord pour prendre une décision sur la destination finale, qui peut être étroite, mais qui peut être large aussi. D'accord ? L'essentiel, c'est de prendre déjà, dès le départ, la bonne direction. On ne dit pas forcément qu'on va aller là, comme un GPS, vous ne savez pas forcément l'adresse précise, mais vous savez que si vous allez vers le sud, le nord ou le sud-ouest. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et seulement en deuxième partie, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, notamment auprès des parents, qui souvent nous disent « qu'est-ce qu'on met dans Parcoursup, quelle étude il doit faire ?» Eh bien, je ne peux pas savoir quel chemin je vais parcourir ou définir un parcours d'études si je ne sais pas où je vais. Donc la première chose, c'est la destination, où je vais en vacances, où je vais en termes de projet professionnel. Et dans un deuxième temps, on va aller voir quelles sont les filières, quels sont les établissements. Et là, on va tenir compte encore d'autres critères. Nous avons nos propres tests dans chaque étape. Dans cette deuxième étape, on va regarder, par exemple, si le jeune a besoin d'être encadré, il est plus à l'aise dans des petits groupes. Au contraire, il est très autonome, très organisé. Est-ce qu'il aime la théorie, la pratique, il a envie de stage, etc., etc. Et donc, on va jusqu'à, effectivement, lui sortir une liste d'établissements. C'est toujours extrêmement personnalisé. On ne va jamais donner une liste d'écoles de commerce, par exemple. On va prendre vraiment les écoles les plus adaptées à ce jeune, particulièrement, voilà. Et la dernière étape, c'est de se préparer. Après, si je sais que je vais faire une école d'architecture, par exemple, je vais regarder quelles sont les écoles dans lesquelles j'ai le plus de chances d'être pris. Si vous voulez, je peux donner des exemples très précis. Très rapidement. Voilà. Par exemple, les écoles nationales d'architecture, si vous prenez celle de Grenoble, eh bien, elle sélectionne les étudiants dans Parcoursup, 100% des résultats scolaires. Si je suis un très bon élève, il n'y a pas de souci, j'y vais.
Si j'ai un dossier un peu moins bien, mais que j'adore l'architecture, que j'ai fait plein de choses, que je sais dessiner, que je m'intéresse, que j'ai fait des exposés, que j'ai peut-être fait même des missions humanitaires en architecture d'urgence, j'en sais rien, et bien là, j'ai peut-être intérêt à aller soit à Malaquais, soit par exemple à l'école de la Villette. Ce sont des écoles publiques, les mêmes, elles délivrent au bout de 5 ans le même diplôme, mais à la Villette, ils vont prendre en compte 20% pour les résultats scolaires, 80% pour le reste, dont le savoir-être, le savoir-faire, l'expérience, les stages, la motivation. Donc ce que vous nous dites, et c'est très important, c'est qu'il faut aussi faire attention au processus de sélection de ces écoles et de ces établissements d'enseignement supérieur pour finalement aussi choisir celui qui va le mieux convenir à la façon dont on va apprendre et pouvoir développer chaque talent. Voilà en tout cas pour la méthode Montalo. Dans un instant, et deuxième partie de cette émission, on explorera la méthode Impala avec le Terbalas qui nous attend toujours en duplex. On va essayer de comprendre pourquoi le sur-mesure, ça fait la clé justement d'une orientation choisie et réussie. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Édouard Degnaud a sélectionné un zap pour vous. C'est tout de suite. Hey, this is Trisha Biegelstad's business card. Take a moment and explore some of those websites and links on the edge there, you know, over there, and see some of the ways that you can integrate technology and art into your lessons. Mano para arriba todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. Como dice. Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball so we can jump straight into the physics editor. Now, with the push of a button, you can enable physics. And most of the time, that's all you'll ever need to do. But we are making a ball and Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours en compagnie de nos invités du jour. Armelle Rioux, fondatrice PDG de Montalo, autrice de la méthode éponyme. Et puis en Skype, le Terbalas, cofondateur, directeur commercial d'Impala. Là aussi, c'est une plateforme qui vous permet de faire de sur-mesure pour votre orientation. On continue dans un instant à parler justement de l'ouverture des chakras, de l'orientation. Oui, les choix ne sont pas tous définitifs. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière l'attaque. Et Guillaume, j'ai l'impression de retourner en 2022, là, il y a quelques jours à peine, puisque tu continues à nous parler de ChatGPT. Oui, parce que c'est l'IA, l'intelligence artificielle conversationnelle, qui a fait grand bruit il y a quelques semaines. Ça va continuer à être le cas en 2023. Oui, elle est au cœur un peu de toutes les craintes notamment des plagiats, on le voit dans l'éducation notamment, mais également de tous les espoirs, parce qu'effectivement, elle impressionne. C'est un peu une machine à donner de la répartie, à vous répondre. En tout cas, vous avez l'impression à toutes les questions que vous posez sur la tête. Ça peut être sur l'architecture notamment, ça peut être des questions d'histoire. Vous pouvez demander à cette intelligence artificielle de vous écrire un poème sur la fusion nucléaire dans le style d'Arthur Rimbaud. C'est possible en anglais, bien sûr, mais également en français, en russe, en allemand ou encore en japonais. On peut même lui demander de corriger, alors avec un peu plus ou moins de succès, mais du code informatique.
Oui, et alors justement, même si les réponses ne sont pas toujours au fond des choses et des dossiers, en tout cas, elle peut réussir à répondre du tac au tac sur des sujets complexes. Oui, ce qui impressionne, c'est le côté quasi immédiat. C'est-à-dire que vous posez une question de manière écrite et puis quasiment sans temps de latence, vous voyez la machine répondre un peu comme si c'était un correspondant qui vous écrivait en direct. Et effectivement, vous pouvez lui demander ce qu'a apporté le Danois Niels Bohr à la physique quantique et vous avez une réponse extrêmement encyclopédique, très pertinente. Je ne vais pas vous la lire ici, mais moi, ça m'a convaincu. Ça t'a convaincu, moi j'en suis ravie pour toi. Ça fonctionne comment, docteur Gralet? Alors, il y a plusieurs choses et je me suis tourné vers plusieurs chercheurs, notamment du CNRS, notamment un chercheur que je trouve très intéressant, qui s'appelle François Yvon. Il explique en réalité qu'on va utiliser à la fois de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que certaines réponses ont déjà été données à la machine, qui va pouvoir vous les donner de manière très naturelle, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis également de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que vous allez pousser la machine à vous donner plusieurs réponses qui différencient à chaque fois, et vous allez ensuite classer dans un ordre de pertinence de la plus pertinente à la moins pertinente. Ça permet également à la machine de continuer à apprendre. Ça veut dire quoi, que parce que sur certains sujets, la machine doit continuer à apprendre, les réponses vont être inégales? Oui, c'est-à-dire que d'abord, elle a des sujets de prédilection. Elle n'est pas reliée à Internet, par exemple. C'est pour ça qu'elle ne peut pas vous donner la météo en temps réel. Et puis, si elle a été plus entraînée, c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, elle sera plus pertinente. Mais effectivement, il y a toujours ce travail. Et c'est pour ça qu'on a envie de parler d'après. C'est pour ça que vous avez proposé cette chronique. Je t'avais proposé cette chronique, Marjorie, parce qu'on sait qu'il y a déjà Chat GPT-4 qui est en préparation, qui sera encore beaucoup plus puissant, qui sera un moteur conversationnel encore plus naturel, en tout cas qui nous semblera plus naturel. Et est-ce que Chat GPT-4 sera relié à Internet, lui, par contre, ou pas? Non, mais il y aura beaucoup plus de documents, beaucoup plus de puissance de calcul, donc encore plus de connaissances. Et côté justement concurrent et surtout code source, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est notamment un des combats d'un robot conversationnel lancé par Meta qui pourrait monter en puissance. Est-ce que ça va faire de l'ombre à ChatGPT? Ça, bonne question. Oui, alors ça, j'ai eu cette conversation avec un autre chercheur qui m'a parlé d'un robot conversationnel que je connaissais pas du tout, qui s'appelle OptIML, qui a été mis au point par Meta, vous savez, la maison mère de Facebook, d'Instagram, et qui promet, c'est vrai que c'est un peu un des défauts de ChatGPT qui a été mis au point par OpenAI, qui est parfois surnommé Closed AI, mais là qui promet le côté open source, c'est-à-dire de faire la transparence sur les logiciels, sur le code qui permet à cette intelligence artificielle de fonctionner. Et bonne nouvelle, OptIML consomme, en tout cas c'est la promesse, un 17e de la consommation énergétique de ChatGPT, qui, rappelons-le, consomme beaucoup d'énergie aujourd'hui. OpenAI ou OpenAI, comme Elon Musk, évidemment, qui est derrière. Là aussi, ce projet pour ne pas changer. Autre projet qui pourrait être en concurrence, ça s'appelle Sphère. Oui, Sphère, et ça, c'est peut-être le projet le plus abouti, le plus intéressant aujourd'hui, qui a lui-même, alors on revoit une concentration, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle des big tech, sur tous ces projets, qui a été mis au point donc, par Meta. Qui est capable de parcourir un large corpus d'informations. Et puis surtout, c'est assez intéressant, il va vérifier la véracité des citations, parce que vous savez que sur Internet, il y a beaucoup de bonnes citations, mais également des citations fausses, qui va suggérer d'autres citations qui correspondent à un contenu. Ça lui confère une grande flexibilité. On va pouvoir modifier le corpus sous-jacent. Là aussi, on fait de la transparence. J'ai quand même un tout petit regret, parce que Meta avait un autre projet de robot conversationnel qui s'appelait Galactica. Galactica se nourrissait de documents de recherche qu'on peut avoir dans des sites comme Archive. Pour l'instant, c'est à l'arrêt. Lorsque ça sera disponible, ça nous permettra de vraiment nous plonger dans des recherches académiques extrêmement passionnantes. Et comme d'habitude, ça confirme que la problématique ne vient pas forcément de l'outil, mais des données qu'on donne à manger à l'outil pour le nourrir, notamment aux intelligences artificielles et aux algorithmes. Vous vous souvenez, on vous avait notamment parlé d'OpenAI et de ses outils pour pouvoir remplir vos dissertes. Alors, pas nous directement, mais en tout cas, certains élèves commencent à le faire. Ça veut dire aussi qu'en 2023, il faut se préparer, Guillaume, à voir des intelligences artificielles qui vont détecter les intelligences artificielles. Oui, c'est ça. Il y a un jeu de chat à la souris qui est en permanence, qui est passionnant à suivre. Et puis surtout, ça va peut-être nous amener une réflexion sur l'orientation. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que
le monde informatique a besoin d'énormément de bras. C'est toujours le cas, heureusement, mais on voit que c'est un peu plus compliqué lorsqu'on voit les derniers plans de licenciement, malheureusement, d'Amazon. Notamment lorsqu'on la semaine voit dernière. effectivement certains métiers, certains de développeurs informatiques qui vont pouvoir en partie seulement être remplacés par la machine, ça va peut-être repousser en fait à nous poser des questions sur qui on est vraiment et quel métier on veut faire plus tard. Oui, à la fois l'intelligence artificielle comme outil de meilleure connaissance, de son envie d'orientation, de son envie de secteur, mais aussi, je reprends l'idée du secteur qui était derrière la tech de Guillaume, les secteurs tech qui là aussi vont avoir besoin de plus en plus de talents divers. C'est aujourd'hui des secteurs sur lesquels les lycéens, les lycéennes que vous entraînez avec Mentalo vous demandent de creuser justement des infos, se renseigner de plus en plus sur ces alors j'allais dire métiers, mais vous allez me dire non, il faut parler en termes de métiers, mais justement sur ces secteurs-là. Alors oui, ils nous le demandent, sous un aspect un peu différent. On a beaucoup chez nous de profils créatifs. Créatifs parce que, en fait, la créativité, c'est pas valorisé dans notre système. En tous les cas, jusqu'en terminale. Les parents, ils se disent, mon Dieu, j'ai un artiste à la maison, un créatif, j'ai pas de bol, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Donc, le discours, en fait, je dirais, des parents ou de l'extérieur, c'est plutôt le côté tech, voire informatique, mais c'est un peu un vieux mot maintenant. Et puis, les jeunes, ils ont envie de créer, d'inventer des choses. Et ensuite, on peut faire le pont avec la vraie tech, c'est-à-dire ça peut être des jeunes qui vont faire de l'informatique, du codage, créer des apps, etc. Ou ça peut être aussi d'autres métiers, mais même des métiers... En fait, on a besoin de créativité dans presque tous les métiers aujourd'hui. Et nous, ce qu'on explique beaucoup aux parents, c'est qu'en fait, même si dans le système scolaire, c'est pas forcément valorisé, même si dans certaines études supérieures, ça n'est toujours pas valorisé, malheureusement, les entreprises elles-mêmes souhaitent avoir des gens qui ont des idées. Ensuite, il y a une autre chose qui est très importante, c'est pour pouvoir exprimer ces idées, il faut avoir des méthodes de travail. Quelqu'un qui ne sait pas rédiger, quelqu'un qui ne sait pas coder, qui ne sait pas filmer, qui n'a aucun talent de mise en œuvre de ses idées, c'est plus compliqué. Il faut pouvoir canaliser cette inventivité, cette créativité. Donc on est souvent amené aussi à conseiller aux jeunes de travailler leur expression, savoir s'exprimer par écrit, par oral. C'est quelque chose qui est très important. Je le dis aussi pour les élèves de terminale et encore plus pour ceux de première. Les notes du bac de français sont regardées par les écoles, y compris les écoles d'ingénieurs. Absolument. Mais aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs qui ont des filières informatiques pures ne remplissent pas forcément toutes les probos. Parce que le discours aussi des jeunes, c'est « je ne veux pas passer toute ma vie devant un écran ». Ce qui est quand même un peu étonnant, vu que c'est ce qu'ils font en général. Mais ils ont conscience qu'en fait, dans leur futur travail, ils ont envie d'avoir du contact, ils ont envie d'avoir de la liberté, de l'indépendance d'esprit, de pouvoir créer, inventer, et pas seulement d'être derrière un ordi à traiter des données. C'est très intéressant. C'est peut-être eux d'ailleurs qui vont inventer cette tech et ce numérique sobre, éthique, responsable dont on rêve tous, Guillaume, depuis plusieurs années. Allez, l'imagination au pouvoir. On continue à ouvrir les chakras de l'orientation avec Armelle et avec Lothaire et Guillaume. Tout de suite, c'est la deuxième partie du talk. Et je le rappelle, le calendrier de Parcoursup est en train de se dérouler là, direct, en live, sous nos yeux. 20 décembre, ouverture de la plateforme, vous vous en souvenez. 18 janvier, dans quelques jours, ce sera le début des inscriptions, de la création des dossiers et de la formulation des vœux. On continue justement à explorer ces méthodes aujourd'hui avec nos invités qui nous permettent de mieux cerner nos choix, nos envies, nos désidératas d'orientation. Lothaire Ballas, vous êtes le cofondateur et le directeur commercial d'Impala. On a passé en revue la méthode Mentalo d'Armelle Rioux dans la première partie de cette émission. La méthode Impala, c'est quoi ? Je crois que c'est l'orientation par le jeu. Exactement. Alors, il faut savoir que si on pense un peu plus en termes de concept, ça fait 7 ans qu'on existe Impala, on est né début 2016, avec un peu trois grands constats qu'on avait identifiés. Là, on va un peu rejoindre les discussions. Un vrai enjeu de surinformation, c'est-à-dire une offre pléthorique de métiers qui est en constante évolution, sous-entendu une offre de formation aussi qui s'adapte à cette évolution rapide des métiers, donc une très grande complexité de pouvoir aller déchiffrer cette information.
Deuxième constat, c'est plutôt un enjeu de méconnaissance de soi. C'est là où vraiment on reconnaît un peu les failles du système éducatif français. On va être très bon pour transmettre des connaissances disciplinaires, mais beaucoup moins à accompagner les élèves dans le développement de compétences et notamment des compétences introspectives. Enfin, un enjeu de stéréotypes, de biais, qu'on a aussi mentionné, qui vont créer tout un tas de visions préconçues sur un certain nombre de choses pour les élèves, et donc entre autres être assez en opposition avec une dynamique d'orientation plutôt saine, choisie, cohérente. Et la vision qu'on a souhaité adopter à partir de ça, c'était de se dire, on souhaitait développer des outils pédagogiques, mais sans rentrer dans ce même schéma de test d'orientation qui existe depuis pas mal d'années, notamment parce que, et là je rejoins tout à fait, ces tests d'orientation vont amener peut-être à donner des métiers, à servir des métiers qui sont par essence un peu fermés. Je rejoins ce que disait Armel. Ils vont aussi donner une réponse sur un plateau d'argent, donc avec une incapacité pour l'élève de pouvoir la déconstruire et donc de savoir d'où elle provient. Ce qui fait que notre positionnement a été beaucoup plus dans le développement d'un parcours, d'une méthodologie aussi d'orientation qui allait vraiment partir de l'élève, faire en sorte, un peu dans une dynamique maïotique, que chaque jeune puisse accoucher de ses propres réponses. Et donc, ça va se faire par une étape de déconstruction des biais et des représentations du monde que peuvent avoir les élèves, une étape plutôt de connaissance de soi, d'introspection. Alors là, on va englober beaucoup de choses à l'intérieur, tant se connaître sur ses forces, sur ses appétences, sur ses centres d'intérêt. Ça peut être aussi comprendre ses besoins, dans quel environnement de formation est-ce qu'on a envie d'évoluer, dans quelle dynamique de travail on souhaite se positionner. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités, que ce soit en freelancing, que ce soit en CDI, que ce soit avec une flexibilité horaire, que ce soit en 4/5e, que ce soit qu'il y ait du voyage, qu'il y ait un niveau de responsabilité qui soit important ou autre. Vous voyez que ça peut être très, 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 très large. Aussi, toute la question de valeur, on essaie vraiment d'intégrer cette brique, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais un des critères de choix majeurs des jeunes, ça va être justement cette dimension sociale. Est-ce qu'ils vont reconnaître du sens dans les métiers qu'ils vont exercer ? Et à partir de ce travail d'introspection, il va pouvoir être projeté, donc qui je veux devenir, quel va être un peu mon objectif, vers quel métier, vers quel secteur d'activité je vais pouvoir me diriger. Et entre autres avec une double lecture qui va être à la fois en termes de métier en tant que tel, mais aussi en termes de compétences qui composent le métier. Ce qui fait que si le métier est amené à changer, finalement on va pouvoir très rapidement se reprojeter sur les nouveaux métiers qui vont toujours intégrer ces compétences. À partir du moment où je me suis projeté, je vais pouvoir essayer de définir, construire un projet. Donc, comment est-ce que j'y arrive? Quelles sont les différentes voies qui vont s'offrir à moi? Et entre autres, comment est-ce que je peux projeter mes propres critères de sélection sur les formations et les cadres de travail, les modalités pédagogiques qu'elles vont pouvoir me proposer. Et enfin, une partie plus pratique, je commence à avoir quelques idées, un plan A, un plan B. J'ai fait mes vœux sur Parcoursup. Maintenant, comment est-ce que j'y arrive? Comment est-ce que je vais rédiger mon projet de formation motivé? Comment est-ce que je vais m'entraîner à pouvoir maximiser mes chances de réussir un entretien d'admission? Bref, toutes ces choses plus pratiques qui vont permettre vraiment à chaque jeune, à travers leur parcours Impala, de réussir d'aller au bout de leurs ambitions. Pour le dire. Si je vous entends bien, on ne naît pas professionnel du 21e siècle, on le devient. Et il y a un terme sur lequel vous avez peut-être, une dissonance avec la méthode Montalo et la méthode d'Armel, c'est celui de métier. Armel, vous nous parliez plutôt de découverte de secteurs de façon holistique dans leur ensemble. Lothaire, avec Impala, on va pouvoir établir une carte de métiers au pluriel, je l'avoue, mais qui peuvent nous permettre de nous donner une idée justement du but, de la quête de cette orientation. La terminologie de métier, elle reste importante pour vous? Alors, elle est assez empirique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, via nos outils pédagogiques, on a la chance de travailler avec un peu plus de 50 000 jeunes qui sont sur nos parcours tout au long de l'année. Et la réalité, c'est que les jeunes se projettent beaucoup à travers des métiers. On a tous la connaissance des métiers. Lorsqu'on pose la question à un enfant, quel est ton rêve de métier, ça vient très rapidement sur des métiers un peu qu'on conçoit tous. Et donc, c'est assez difficile de s'enlever de cette logique de métier pour aller voir finalement des secteurs d'activité ou même des compétences. Il est intéressant de voir un peu les deux choses sur deux niveaux différents. Un bloc de métier va être associé à des compétences, mais enlever complètement la notion de métier, aujourd'hui, pour nous, elle nous paraît effectivement peu pratique, finalement, dans l'inconscient collectif que peuvent avoir les élèves.
Ce qui est intéressant aussi, c'est aujourd'hui de se dire que pour réussir à se retrouver dans la jungle de l'orientation, à la fois les lycéens, les lycéennes, mais aussi les parents, les enseignants et les enseignantes, multiplier les sources d'informations. Alors, il y a des initiatives et des plateformes comme les autres, Montalo et Impala. Il y a aussi des comptes, par exemple Instagram, comme My Orientation, qui réunit plus d'une centaine, 100 000 aujourd'hui abonnés. Et c'est vrai qu'un sondage récent, notamment du site Diplôméo, nous apprenait que 59% de la Gen Z des 15-25 ans utilisent les réseaux sociaux pour s'orienter et essayer de trouver des infos vraiment plus précises. LinkedIn à 45%, Instagram à 29%, Facebook 28%. C'est marrant parce que Facebook revient justement auprès de la Gen Z en matière d'orientation. Et puis Twitter à 11%. On verra s'il continue à s'informer sur l'orientation maintenant qu'Elon Musk en tient les rênes. Tout ça pour dire qu'il y a une multiplicité de sources, il y a une multiplicité d'initiatives et de formations à l'orientation. Est-ce que l'orientation est en train de devenir un business comme les autres, Armelle ? Alors comme les autres, j'espère que non. Je tiens à insister aussi sur le côté humain qui nous motive tous. Moi, donc les bilans d'orientation qu'on fait sont réalisés par des consultants qui sont tous issus donc, du monde de l'entreprise. Et il y a toujours un moment d'entretien face à face sur les parents, entre le jeune et le consultant. Et ça c'est notre travail, c'est ce qui nous motive, c'est ce pourquoi on existe, je dirais. Et donc, c'est vraiment le côté humain qui est le plus important. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire de l'orientation, j'ai fait le tour des tests, effectivement, comme l'a dit Lothar, j'ai trouvé que ce n'était pas complètement satisfaisant. Et donc, j'ai créé, c'est pour ça que la méthode Montalo est déposée à l'INPI, elle est particulière, j'ai créé les propres tests qu'on utilise maintenant dans la méthode, qui existe aussi d'ailleurs en anglais, parce qu'on a été sollicité par des écoles et aussi des entreprises anglophones. Voilà, puisqu'on est international maintenant. Et donc, en fait, c'est pas, je dirais pas que c'est un business, parce qu'en fait, mal orienter un enfant, c'est extrêmement coûteux. Ouais. Et il se trouve que c'est souvent les familles les moins informées qui peut-être vont du coup ne pas passer justement par un consultant, un coach ou tout simplement une plateforme, qui vont finalement se retrouver dans une voie qui n'est pas adéquate pour le jeune. Et il faut savoir que 2 à 3% de jeunes ratent le bac, c'est-à-dire rien du tout. Donc les parents, arrêtez d'angoisser pour ça. Il va avoir son bac. Voilà. En revanche, 40% des jeunes de bac plus 1 ne passent pas en bac plus 2 en 1 an. Et souvent pour des raisons d'orientation. Et ça coûte cher. Si on imagine des parents qui sont en région, on va devoir loger le jeune, on va devoir lui payer un abonnement de train, une voiture, des frais de scolarité. Oui, le coût complet de l'éducation, etc. C'est l'enseignement supérieur. C'est extrêmement coûteux. Il y a des études qui ont été faites par le Figaro étudiant qui disaient, je crois, de mémoire, que ça coûte à peu près 18 000 euros en moyenne. Donc il vaut mieux investir... frais de scolarité, quoi. Tout compris. Ouais. Tout compris. Frais de scolarité et frais de vie, en fait, inclus. Parce que souvent, il est en train de contracter un PEL pour quitter le foyer, il va quitter le foyer familial, etc. Alors c'est vrai que si le jeune, au bout de 2 mois, il abandonne ses études, c'est quand même très traumatisant. Ouais. Et donc, il y en a une grosse partie, à peu près 40%, même plus de la moitié à l'université. Ça veut dire quoi, Armelle, très concrètement ? C'est-à-dire que comme pour les questions de santé, la prévention, l'investissement dans la prévention permet finalement d'éviter des coûts supplémentaires. Ensuite, il faut imaginer justement l'orientation comme une prévention en matière d'éducation et de réussite professionnelle. Alors, je dirais plus d'anticipation. Prévention, on se dit, oh là là, c'est pour prévenir un problème, un échec, etc. Alors, oui, ça va éviter les échecs, c'est sûr. Nous, on voit que la majorité des jeunes qu'on suit ont leur premier vœu dans Parcoursup et réussissent leur parcours. Et on en est évidemment heureux. D'ailleurs, c'est heureusement. On est content pour eux et pour vous. Mais c'est vrai qu'anticiper, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même mieux que de s'y prendre au dernier moment. Il faut considérer aussi que les familles aujourd'hui, ça ne se situe pas forcément d'un point de vue financier. Ouais. Là où est l'enjeu, c'est sur quoi j'investis. Si je crois que l'éducation en général, la formation
de mes enfants, c'est une priorité. Je considère effectivement que ce n'est pas une dépense, mais que c'est un investissement. Ouais. Et dans ce cas-là, je ne rechigne pas forcément, ou je m'arrange pour pouvoir lui offrir. Donc chez nous, c'est entre 350 et 400 euros. Donc c'est abordable par rapport à un échec en Bac+1, où là, je vais vraiment regretter de ne pas avoir fait un bilan. Ouais, absolument. Lothar, vous êtes raccord aussi avec Armelle sur cette question à la fois de l'orientation devenue un business en soi, mais surtout une source d'investissement et d'investissement sur la réussite de ses futurs professionnels. Je pense que la question sous-jacente à ça, elle peut être qui a la responsabilité de l'orientation finalement. Est-ce qu'on remet la responsabilité de l'orientation sur l'élève lui-même, sur ses parents, sur sa famille, ou est-ce qu'on la remet sur l'éducation, sur l'établissement scolaire et l'affilié? Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que les établissements scolaires ont dans leur programme du travail sur l'orientation qui est dédié. Il y a d'ailleurs le parcours à venir qui est un peu la grande réforme qui a structuré ce travail d'accompagnement à l'orientation tout au long du parcours scolaire pour les élèves. Et puis, il va être tout le travail réalisé à la maison, notamment avec les parents qui peuvent soit faire rencontrer d'autres personnes, donc plutôt la dimension un peu quotidienne, soit investir effectivement dans des parcours, alors que ce soit de l'accompagnement par Mentalo, que ce soit des parcours Impala, donc plutôt via des méthodes pédagogiques, un parcours suivi. Mais je pense que la question va résider là-dedans, puisque la manière d'adresser la réponse d'un point de vue, entre autres, business, va aussi résider là-dedans. Nous, on a fait le choix et le parti pris de, par exemple, beaucoup collaborer avec les établissements scolaires. Donc, c'est des méthodologies de travail qui vont être assez différentes, qui vont aussi permettre de pouvoir donner l'accès à ce travail d'accompagnement à l'orientation de qualité à un plus grand nombre. C'est un peu une des visions qu'on essaie de porter chez Impala. On collabore aussi avec des collectivités territoriales, notamment pour travailler avec des établissements, de tout type d'établissements, que ce soit des établissements plutôt privés, ou des établissements publics, des établissements de REP, REP+, donc qui vont avoir plus de fragilité. Vraiment adresser l'ensemble des jeunes pour que chaque élève ait in fine une qualité d'orientation qui soit la meilleure possible et qu'on ne rentre pas peut-être dans ce risque qui existe déjà dans l'éducation et qui aussi existe dans l'orientation, de faire que ce soit les familles les plus aisées qui puissent encore une fois le mieux orienter leurs enfants. Ouais, attention à l'orientation à deux vitesses. Merci infiniment Lothar Balaz pour Impala d'avoir fait un tour par l'école du futur. Merci à Armelle Riou et à Mentalo pour ses conseils en matière d'orientation. Vous l'avez compris, cette course de fond, elle démarre là, ici, maintenant. À vos marques, prépartez. Merci comme toujours à Guillaume Gralet. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de l'école du futur.